Ladies and gentlemen, right now. Alors, bonjour à tous déjà. Je suis Maude Vogel. Je travaille chez Chauffeur Privé depuis 1 an et demi au poste de Lead Product Manager. Donc, je suis responsable du produit B2C. J'ai travaillé en fait depuis, ça fait 7 ans que je fais du product management. Donc, j'ai travaillé chez Equidia, une filiale du PMU sur la partie média. Ensuite, j'ai travaillé 3 ans chez Eurosport, toujours au produit, responsable du mobile. Et donc, depuis 1 an et demi chez Chauffeur Privé. Tout le monde connaît Chauffeur Privé ou pas ? Cool. Chauffeur Privé, très rapidement. Aujourd'hui, on est à peu près 180 collaborateurs avec une croissance extrêmement forte. La tech représente aujourd'hui 1/3 des effectifs. Donc, c'est en fait de cette équipe dont on va parler aujourd'hui. En fait, on a été racheté en décembre 2017 par Daimler pour devenir... l'ambition de Daimler et de Chauffeur Privé aujourd'hui, c'est de devenir le numéro 1 du VTC en Europe. Donc, on va parler en fait et de Chauffeur Privé et de l'Europe et en fait de l'internationalisation de l'équipe technique. Alors, Daimler, en fait, ils ont des grosses ambitions pour nous, c'est très bien. On a plein de moyens et plein de ressources pour pouvoir devenir le VTC numéro 1 en Europe, mais on a aussi pas mal d'obligations. Et la première obligation, c'est ce que j'ai appelé la hard deadline. C'est que la première chose qu'ils nous ont dit, c'est pour la fin d'année 2018, vous devez ouvrir 2 villes. Aujourd'hui, Chauffeur Privé, on est présent que en France. On est présent à Paris, à Lyon et sur la Côte d'Azur. Et là, le premier défi, c'est fin d'année 2018, ouvrez 2 villes. Donc ça veut dire que la première ville, en fait, je vais essayer de le faire comme ça. La première ville, il y a un très gros enjeu tech. Aujourd'hui, notre plateforme, elle est faite pour Paris. Tout est hard-codé pour Paris ou pour Lyon ou pour la Côte d'Azur. Enfin, je pense que plusieurs d'entre vous voient de quoi je parle. If Paris, if Lyon. Donc, ça ne marche pas à l'international. Ça marche pas aussi parce que la deuxième ambition de Daimler, c'est qu'on puisse en fait ouvrir une ville tous les 2 mois. Donc, ça veut dire que là, la première chose, c'est qu'il faut qu'on internationalise notre plateforme et qu'on fasse pas des quick wins, qu'on fasse pas du un peu cracra et du code legacy. C'est vraiment qu'on internationalise en mode très propre et scalable. Donc, la première ville qu'on doit ouvrir en fait en septembre, c'est un énorme enjeu tech pour nous. Alors, comment on a fait pour se préparer ? D'abord, on a en fait créé une petite entité au sein de Chauffeur Privé, au sein de la tech de Chauffeur Privé en fait, avec plusieurs métiers techniques. Et le rôle de cette équipe, qui s'est appelée la Kernel Team, ça a été de définir quels étaient les besoins techniques pour internationaliser notre plateforme. Alors, kernel, ça veut dire le cœur d'un système d'exploitation. Donc, c'est vraiment le cœur de la machine. Et c'est eux, en fait, qui allaient lancer la machine de l'internationalisation. Donc, cette équipe s'est réunie, en fait, en début d'année. Et ils ont eu une période de travail sur, je pense que ça a duré à peu près 1 mois. Et leur ambition, c'était de définir quelles étaient les tâches techniques pour internationaliser la plateforme. Et leur output, en fait, ça a été une liste d'épiques Jira. Je vais vous montrer en gros à quoi ça ressemble, mais il y en a 48, comme ça. Pour se dire, aujourd'hui, voilà où on en est. Dans X mois, donc c'est-à-dire en gros dans 9 mois, voilà où on doit être. Et donc voilà la liste des tâches techniques qui vont être nécessaires pour internationaliser la plateforme. Donc on parle même pas de expansion en termes de nouvelles fonctionnalités. On a forcément quelques nouvelles fonctionnalités d'adaptation à cette nouvelle ville, mais c'est surtout comment on fait techniquement pour que ce qu'on a aujourd'hui, ça marche demain à l'international. C'est vraiment le gros enjeu en fait de cette expansion. Je suis obligée de cacher la ville, hein, vous pouvez voir, je l'ai fait sur Paint. Donc cette Kernel Team, elle a fait cette liste d'épiques Jira et en fait elle a pris des premières décisions de cutter une partie du scope parce que je vous ai dit il y a une hard deadline. Quand on voit la liste des éléments qu'il fallait développer, on s'est dit tout ne passera pas et on a déjà en fait cette équipe a déjà fait des premiers choix et un des choix que j'ai mis en exemple c'est l'interface. On peut aujourd'hui commander sur les interfaces applicatives et on peut aussi commander des cours sur l'interface web. L'internationalisation de la plateforme web, on le savait qu'elle allait coûter trop cher. Et en fait, on a cuté ça du projet. Donc voilà, l'équipe Kernel a commencé à faire des cuts, mais c'était son rôle principal, c'était surtout cette fameuse liste d'épiques Jira. Donc l'étape d'après, c'est de se dire, on a une liste d'épiques, c'est bien. Maintenant, il va falloir la distribuer aux équipes. Alors, la distribuer aux équipes, c'est compliqué quand on a une organisation. En fait, on a la même que Dashlane. On a une organisation en feature team. Aujourd'hui, hier, en fait, l'organisation de Chauffeur Privé, c'est ce que vous voyez ici. On a 5 tribes, B2C, B2B, supply, plateforme et opération.
plateforme et opération, c'est vraiment des tribes 100% techniques. Pour ce que les autres tribes, elles sont découpées en squads, en feature team en fait, mais en squads fonctionnels, qui sont toutes en fait orientées avec le principe de KPI spécifiques, d'objectifs business. Enfin vraiment, je vais pas répéter ce qui a été dit sur Dashlane, mais c'est vraiment le même principe. J'ai essayé de tout vous mettre pour que à la fin du talk, que vous puissiez avoir les éléments. Mais le principe en fait des feature teams, c'est quoi ? C'est très simple, c'est que chaque squad doit être 100% autonome. Chaque squad et chaque tribe a ses propres KPI, ses propres stakeholders et une roadmap qui est revue exactement de la même façon, de manière trimestrielle. En fait, le problème avec cette organisation, c'est que ça va plus du tout s'adapter au contexte que je viens de vous exposer. Alors, pour quelle raison ? La première chose, c'est qu'on a une liste d'épiques, une liste de tâches, et qu'en fait, il va falloir la répartir en fonction des ressources disponibles. Donc, non plus en fonction de tel tribe fait ça, tel squad fait ça, donc elle prend telle tâche, ça marche plus. Là, on a 38 épiques et il faut les répartir. Donc, en fonction des ressources, il va falloir répartir les épiques. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a plus vraiment de notion de KPI. Le seul KPI, c'est il faut ouvrir la ville. Donc, encore une fois, deuxième raison pour laquelle les feature teams, ça marche pas dans ce contexte-là spécifique. La troisième chose, évidemment, on n'a plus de roadmap. On freeze la partie fonctionnelle. J'atténuerai un petit peu tout à l'heure le propos, mais la roadmap, en tout cas dans ce contexte d'internationalisation, au départ, on se dit qu'on la freeze. Et la quatrième chose, c'est que y a plus de stakeholders métiers parce que plus d'évolution fonctionnelle. Donc le seul stakeholder, on nous annonce dès le début, c'est le CTO. Le CTO qui est vraiment honneur de ces tâches d'expansion. Donc du coup, à partir de là, on se dit faut casser la structure et réinventer une structure spécifiquement pour ce projet d'expansion. Et là, en fait, on en est venu à cette organisation-là. Alors cette organisation-là, en fait, c'est l'organisation en color team. Donc les feature team out, on passe au color team. Les color teams, c'est ce que vous voyez sur la gauche. Le principe, en fait, de cette réorganisation, c'est on est une seule task force sur un seul objectif. Que je vous ai dit, on doit ouvrir, voilà, c'est le seul objectif. Ensuite, c'est que la répartition des épis que je vous ai montré, elle va être aléatoire. Donc ça ne veut pas dire que l'équipe, on a une squad qui s'appelle acquisition, va prendre que les projets qui sont liés à la squad acquisition. Non, pour vous dire, aujourd'hui, on est en train d'implémenter le pricing pour la nouvelle ville. Donc voilà, il y a vraiment une répartition aléatoire et pas nécessairement liée aux anciens KPI des équipes. Et enfin, le quatrième principe, c'est qu'on veut que ces équipes soient 100% autonomes jusqu'à la mise en production et encore plus autonomes qu'avant parce qu'en fait, il faut aller très vite. Donc, ce qui change par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est ce qu'on voit plateforme 1, plateforme 2, plateforme 3. En fait, on a splitté une des tribes et on a réparti les équipes au sein des colonnes pour qu'en fait, on soit beaucoup plus autonome dans nos mises en production et c'est les personnes de l'équipe plateforme qui viennent nous aider là-dessus. Donc du coup, les équipes de couleur, c'est celles que vous voyez à gauche. Sauf que c'est pas si simple que ça. C'est qu'en fait, chauffeur privé, finalement, on n'a pas qu'un seul objectif. Donc ça, on s'en est aperçu assez tôt. L'expansion, c'en est un, c'est le plus important, certes, mais en fait, il ne faut pas qu'on meure à Paris. Donc, faut pas qu'on meure à Paris. On a Taxify, on a Uber, en fait, vous voyez, en ce moment, tout le monde bagarre sur ce milieu-là. C'est hyper concurrentiel. On peut pas, nous, juste se laisser vivre à Paris en disant ça va tenir 6 mois, ça va tenir 1 an, en attendant, on se concentre ailleurs. Ça marche pas. Donc, du coup, la deuxième priorité de chauffeur privé, c'est ne pas mourir à Paris. Et pour ne pas mourir, le seul enjeu, c'est en fait avoir des chauffeurs. La demande, on l'a. Et on sait la stimuler. En revanche, avoir des chauffeurs, c'est un enjeu majeur. Donc, du coup, c'est la raison pour laquelle la deuxième colonne, c'est la troisième, supply, continue d'exister. En fait, c'est la tribe qui est vraiment, son KPI principal, c'est faire en sorte que dès qu'il y a une commande, il faut qu'il y ait un chauffeur qui la prenne. Donc, du coup, il y a encore des projets qui vont vivre sur supply pendant cette phase d'expansion. C'est pour ça que cette colonne reste là. Le troisième gros objectif de chauffeur privé, donc j'ai dit expansion, l'acquisition de chauffeurs. La troisième chose, c'est le B2B. Le B2B, en fait, on s'est vite aperçu qu'il y avait un levier de croissance de dingue, toujours en France, sur le B2B. Donc, c'est encore dans l'histoire de « faut pas qu'on crève en France ». Et le B2B, on s'est vite aperçu, effectivement, c'était un gros levier de croissance. Donc, on n'a pas voulu, en fait, lâcher le B2B. On a voulu laisser des ressources, product, tech, etc., sur le B2B. Donc, du coup, c'est la deuxième colonne qui est restée, en fait, telle quelle. Donc, on a gardé une partie de notre ancienne organisation et on a quand même laissé, on va dire, au moins la moitié de la tech sur les fameuses équipes couleur. Voilà, donc ça, c'est ce qui marche aujourd'hui. Hop, je vais sortir de là. Donc, comment ça s'est fait pour communiquer aux équipes ? Du jour au lendemain, il faut leur dire, vous
travaillez plus de la manière dans laquelle vous avez fonctionné depuis 1 an et demi. On va changer un petit peu les règles et vous allez vous mettre donc en task force expansion. En fait, ça a été hyper simple au sein de chauffeur privé de mettre en place cette organisation. D'abord parce que on change tout le temps d'organisation, en fait. Le contexte change beaucoup. Je vous ai dit, chauffeur privé, on est dans un environnement très, très concurrentiel. Du jour au lendemain, les règles du jeu peuvent changer. Donc, en fait, nous, notre organisation, elle a beaucoup changé. La tech a beaucoup changé. Ils ont l'habitude. Donc, en fait, c'est passé assez facilement. Et je vous ai juste mis ce qu'on a fait. En gros, on a eu un HoloLens où on nous a annoncé les changements, enfin, surtout à la tech. Et c'est passé crème. Donc, c'est tant mieux pour nous. La seule exception, enfin, en fait, ce qui est aussi passé crème, c'est que les anciennes feature teams, les ressources des feature teams, c'est transposé sur les équipes de couleur. Donc, l'équipe acquisition où ils étaient 3 personnes, c'est devenu l'équipe rouge où c'est les 3 mêmes personnes. Donc, on a aussi fait en sorte que quand même l'humain reste important et que les gens qui avaient l'habitude de travailler ensemble et d'avoir des synergies conservent ces synergies. La seule exception que j'ai mise, c'est sur la team mobile. Donc, la team mobile, en fait, là, on a réuni tous les développeurs mobiles dans une seule task force. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup, je vous ai dit, l'expansion, en fait, c'est essentiellement des problématiques techniques. Et on a besoin, en fait, qu'il y ait énormément de synergie au sein des développeurs mobiles et pas de les isoler un par un au sein des squads de couleur. Voilà. Au niveau des process, comment ça s'est passé ? Alors, nous, on fonctionnait en Scrum, comme à peu près tout le monde ici, j'imagine. Sauf qu'en fait, le Scrum, dans cette phase-là, c'était plus du tout adapté. Le Scrum, en gros, vous connaissez tous, mais ça ressemble à ça. On a un product owner, un product backlog, qui normalement est priorisé en fonction des objectifs business, en fonction des objectifs des stakeholders. Ensuite, il y a toutes les réunions qu'on peut faire avec notre équipe de développement pour engager ces développements dans des sprints. Ces sprints qui sont en général très processés avec énormément de réunions, ces réunions qui sont nécessaires pour s'améliorer en continu, pour être dans une démarche itérative, etc., etc. Tout ça, en fait, ça marchait plus. Pourquoi ça marchait plus ? D'abord parce qu'on n'a plus de product backlog, donc quand même c'est le début. Donc quand on n'a plus le début, on ne peut pas faire le reste. Donc plus de product backlog parce qu'en fait, je vous ai dit, il y a assez peu de décisions fonctionnelles en fait dans une internationalisation de plateforme. Il n'y a plus de priorisation des sujets, il faut tout faire. Les réunions, elles devenaient énormément chronophages. Je vous ai dit, on avait peu de temps, on a peu de temps. Et il fallait qu'on limite le nombre de réunions. Donc Scrum, c'est top, mais en termes de réunions, ça nous prend énormément de temps. Donc ça, on a voulu l'enlever. Et enfin, plus de compte à rendre aux stakeholders. Je vous ai dit, on n'a plus qu'un stakeholder. Donc, on s'est dit, passons en Kanban. Très sympa, Kanban, ça va vite. On n'a plus besoin de faire ces réunions hyper chronophages. On n'a plus besoin de voir, nous, les product managers, nos stakeholders en permanence, etc. Ça va être beaucoup plus simple. Donc, du coup, à chaque fois qu'on entame une nouvelle épique dans une color team, on fait une seule réunion. On a gardé le nom de grooming. Et le but, c'est de se dire, OK, comment on va attaquer cette tâche pour qu'elle soit réalisée dans les bonnes conditions. Et je vous ai dit de manière scalable. C'est la seule réunion, en fait, qu'on avait décidé de faire. Et hop, il se passe rien jusqu'à la fin de cette épique. Et ensuite, on prend la suivante, on fait un grooming, etc., etc. En fait, ça n'a pas du tout marché. Ça n'a pas duré très longtemps, d'ailleurs. Enfin, un petit peu trop. On allait effectivement vite. En revanche, on a complètement perdu la visibilité sur ce qu'on était en train de faire. Donc, les développeurs au sein même des équipes savaient plus ce que faisaient les uns et les autres. Les équipes de couleur, les unes envers les autres, savaient plus ce que faisaient les autres. Donc, on était vraiment dans un flou artistique. Et ensuite, en fait, les développements étaient beaucoup plus longs. Quand on mesure pas au début une épique, on dit comment on va l'attaquer, mais on fait pas un commitment sur quand est-ce qu'on s'arrête. On filait en fait sur des dates qui étaient beaucoup trop lointaines. Donc du coup, on a adapté ces process et on a fait, j'ai mis le Scrum à la sauce CP. J'aurais pu mettre le Kanban à la sauce CP. En fait, on a réintroduit des meetings tout simplement pour qu'on ait beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de clarté au sein des squads et entre les squads les unes par rapport aux autres. Donc on a réintégré le daily stand-up le matin. C'est finalement que 10 minutes et ces 10 minutes, elles étaient nécessaires. Quand on les avait plus, on s'est rendu compte à quel point on était perdu. On a réintroduit une démo. Alors, c'est une démo un peu particulière, je vous la montrerai tout à l'heure, mais c'est une démo expansion au niveau des squads expansion. On a réintroduit une rétro aussi pour que les équipes puissent, en fait, toujours de manière itérative, s'améliorer de sprint en sprint. Et en fait, on a réintroduit les sprints. Donc, le but de réintroduire les sprints, c'était justement de se dire, cette épique, en fait, on la découpe et on sait dans 2 semaines où est-ce qu'on aura avancé. Et cette espèce de échelon, en fait, ils sont ultra nécessaires pour pas être à l'aveugle et s'engager sur finalement des développements qui vont durer 1 an ou plus. Donc ça, voilà, je vous ai expliqué un petit peu au niveau des squads comment ça marchait.
Et en fait, il y a un deuxième type d'organisation qui s'est mis au-dessus de tout ça, ou en travers de tout ça, en plus en tout cas, c'est ce que j'ai appelé le pilotage horizontal. Le pilotage horizontal, en fait, il va être nécessaire dans ces phases. Je vous ai dit parce que, il faut qu'on garde de la lisibilité sur ce qui se passe, de la visibilité, de la communication. En fait, tous ces éléments qui font, si on les perd, on est encore une fois dans un flou artistique. Donc, on a mis en place un pilotage horizontal, le moins lourd possible, mais juste pour que ce soit un guide pour que les équipes sachent où est-ce qu'elles vont et pourquoi elles font ça. Donc, pourquoi on a fait ça ? Ça, c'est très rapide. C'est qu'effectivement, quand on va vite et quand on laisse les équipes autonomes, on perd les informations à l'échelle du comité de direction, à l'échelle de l'équipe expansion qui, elle, s'est engagée auprès de nos investisseurs pour qu'on ouvre des villes. Donc, en fait, on perdait la lisibilité en dehors de la tech, finalement. Donc, la première chose qu'on a mise en place, c'est le Hollands Expansion. Je voulais un peu aborder tout à l'heure. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais en fait, une fois toutes les 2 semaines, les équipes de couleur et leur product manager présentent ce genre. Alors, je l'ai fait un petit peu pour pas qu'on voit la ville, mais bon. Vous allez voir en gros à quoi ça ressemble. Font ce genre de review. En fait, c'est très sympa parce que la review, on s'engraine de semaine en semaine pour la faire beaucoup plus marrante et pour que chaque équipe mette un fond de couleur associé, vous allez voir. Le principe, c'est de se dire, on dit les personnes qui sont responsables de l'expansion, donc les équipes métiers liées à l'expansion, doivent dire voilà où est-ce qu'on en est. Donc, quelles sont les informations principales qu'on a à notre disposition. Par exemple, lors de la dernière review, c'était quelles sont les nouvelles villes qu'on va ouvrir. Ouais, c'est important. Nous, on va ouvrir la première en septembre, mais c'est important d'avoir la visibilité sur ce qu'on va ouvrir en décembre. Donc, des informations, en fait, qui n'arrivaient pas, finalement, jusqu'à la tech, jusqu'à il y a 2 ou 3 mois. Donc, des general updates, qu'est-ce qui se passe, telle personne a changé d'équipe, les soft launch, c'est telle date. On remet tout au carré pour que le niveau d'information soit le même partout et pour qu'on n'ait pas ce sentiment de la tech est la dernière roue du carrosse, on a le nez dans le guidon et en fait, on se rend pas compte de ce qui se passe ailleurs. La deuxième chose, ça c'est la même chose. La deuxième chose, c'est donc la présentation de chaque équipe. Voilà ce qu'on a fait, voilà où on en est et voilà comment ce qu'on a fait va vous être utile. Parce qu'on perdait au fait cette interaction entre les équipes. Par exemple, une des équipes a refait tout le système de traduction dans l'application. Aujourd'hui, on avait 2 langues, donc on avait un système vraiment old school. Là, on a vraiment tout remis en place pour que ce soit scalable. Il fallait dire aux autres équipes, sur vos autres projets, vous, c'est comme ça que vous allez utiliser l'outil pour gérer votre ad. Donc ensuite, chaque équipe, on s'engraine un peu, je vous ai dit, sur les présentations, à base de petits affichages sympas. Et chacune dit, en tout cas, voilà ce qu'on a fait. Et sur les fonds, voilà, fond banane. Et le principe, c'est un peu de remettre de la communication et même un esprit un peu sympa entre les équipes qui ont le nez dans le guidon pendant l'expansion, quoi. Voilà, vous aurez tout le temps de voir de toute façon. Je vous l'ai mis à disposition dans le Trello. Moi, je suis là. Hop. Ensuite, la deuxième chose qu'on a mise en place pour cette transversalité, c'est que je vous ai dit, il y a une équipe business qui s'appelle l'équipe expansion. Leur rôle principal, c'est de définir quelle ville on va ouvrir, pourquoi, les intérêts business, etc., etc. Cette équipe, en fait, on perdait l'information, on savait pas trop ce qu'ils faisaient. Donc là, en fait, on a fait en sorte que cette équipe nous explique beaucoup plus ce qui se passe au quotidien et quel est leur travail. La deuxième chose, c'est que on a mis en place des comités qui sont des comités business tech. En fait, il y a tout un tas d'arbitrages quand on ouvre une nouvelle ville. Et ces arbitrages, on n'avait plus les moments pour les faire. Donc, par exemple, combien rapporte un parrainage dans la nouvelle ville, quels doivent être les pricing policies dans cette nouvelle ville. Tout un tas d'arbitrages, en fait, et on n'avait juste pas les créneaux pour les faire, ces arbitrages. Donc, on perdait là le lien avec les stakeholders. Donc, c'est le deuxième truc qui a été mis en place en manière un petit peu plus transversale. C'est réintégrer l'équipe expansion dans le Hollands et mettre en place les comités business tech. Très rapidement, je voulais vous faire un petit focus sur notre rôle. Donc, moi, je suis lead product manager. En fait, quand on n'a plus de features, qu'est-ce qu'on fait ? On a plein de choses à faire. Ce qu'il y a, c'est qu'on va un petit peu en fait sortir de son rôle et s'adapter aussi nous à notre à l'expansion et à ce contexte particulier. La première chose qu'on a dû faire avec mes collègues qui sont là, c'est qu'on a dû s'assurer que les paramètres métiers étaient prêts pour la nouvelle ville. Donc c'est notamment ce que je viens de vous dire, c'est s'assurer que lorsqu'on va démarrer l'EPIC, faire en sorte que le parrainage marche dans la nouvelle ville, que nous on a anticipé et de se dire
est-ce qu'on a fait les points avec les équipes métiers pour savoir ce qu'ils en pensaient? Est-ce qu'on a fait les analyses nécessaires en amont pour savoir si ce montant c'était suffisant? Est-ce que par rapport au business plan ça va, etc., etc. Il y a tout un tas d'arbitrages en fait qu'on n'avait pas vu au début, mais il y a une liste, je sais pas combien il doit y avoir de lignes, mais une centaine de lignes sur des arbitrages métiers. Et nous, notre rôle, c'était de les anticiper pour que quand les équipes elles arrivent sur les épiques, elles puissent avoir toutes les informations en main et tous les arbitrages doivent être faits en amont. Donc, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que finalement, il y en a un petit peu des besoins fonctionnels. Donc, on est un peu content. Il y a quand même des choses à faire. Des choses que Kernel n'avait pas anticipées. Mais il va y avoir des nouveaux... Enfin, par exemple, il y a une nouvelle facturation qui va être mise en place dans la nouvelle ville. Et donc, on a notre email de fin de course qui est notre email de facture. Il s'adapte plus à la nouvelle ville. Là, on est content, on va devoir faire des petites maquettes et nous, ça nous rebooste un peu. Donc, on a gardé un petit peu de fonctionnel, pas beaucoup, mais il fait quand même plaisir quand il arrive. Et enfin, la dernière chose, c'est que ce qu'on n'aime pas trop, nous, les product managers, c'est qu'on nous dise qu'on est project manager. Et dans le cadre de l'expansion, en fait, il faut assumer ce rôle-là. Il faut assumer ce rôle-là parce que normalement, on est les mieux placés pour communiquer. Et je vous ai dit, la communication dans ces phases-là, c'est ultra important. Donc, on doit communiquer, on doit synchroniser, on doit rappeler les deadlines. Donc, il y a tout un tas d'éléments, oui, de chef de projet qu'on doit reprendre à notre charge. Et en fait, ça fait partie de notre rôle. Et dans ces phases-là, il faut les assumer à fond. Donc, voilà ce qu'on a fait pour ceux qui se posaient les questions et qui allaient me poser la question à la fin. Je finis presque sur aujourd'hui, on est combien? On est début juillet, le 3 juillet. Notre soft launch, je vous l'ai dit, il est le 17 août. Donc c'est cool, on a l'impression que notre organisation, c'est bon, on a trouvé ce qu'il fallait en horizontal, en vertical et tout ça, sauf que c'est trop tard. C'est trop tard parce que là, il faut aller plus vite et on se rend compte que tout ce qu'on avait prévu, ça rentre plus. Ça rentre plus je vous ai dit, la hard deadline, on ne peut rien y faire, donc ça rentre plus. Donc du coup, c'était important pour moi de vous dire que il y a un moment où il faut encore s'adapter. Et en fait, depuis janvier, on ne fait que s'adapter. Et en fait, ce focus-là, il est vraiment pour la dernière adaptation qu'on doit faire, c'est savoir réagir au moment où on est à M-2, voire à M-1,5. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, la première chose, c'est que on a monté une petite équipe de crise. On a monté une toute petite équipe parce qu'on s'est dit, il y a beaucoup de gens qui interviennent sur les sujets, mais finalement, on n'a jamais l'information très claire et la substantifique moelle de ce qui se passe. Donc, en gros, il y a maintenant les lead product managers et les lead dev qui, toutes les semaines, se revoient. C'est des mini-meetings qui durent 20 minutes, une demi-heure, et juste où on se dit, voilà, cette épique-là, ça va pas passer. Voilà les arbitrages que je propose. Oui, est-ce que c'est bon? Non, est-ce que c'est pas bon? Ok, je revois. Donc, en gros, c'est juste qu'il faut aller beaucoup plus vite sur les arbitrages. Et finalement, là où au début, on s'était dit, on va faire la liste de toutes les tâches qu'il faut pour l'expansion, on est revenu sur, en fait, non, il faut réfléchir en mode MVP. Et sur cette épique-là, qu'est-ce qui est absolument nécessaire? Donc, encore une fois, pas pour faire de la dette, mais qu'est-ce qui est absolument nécessaire et scalable pour ouvrir cette nouvelle ville. Et en fait, le petit pivot qu'on a opéré il y a à peu près 2 semaines maintenant, c'est de plus se dire, il y a tout ça à faire, mais de se dire, parmi les épiques, qu'est-ce qui est vraiment MVP? Qu'est-ce qui va être nécessaire pour l'ouverture de la première ville internationale? Ensuite, j'ai mis motiver au lieu d'imposer. Donc, on s'est aperçu aussi qu'à l'approche de la deadline, le pire truc, c'est de dire la deadline, c'est tel jour, la deadline, c'est tel jour. Ça marche pas. Donc, on s'est dit, on va essayer de le faire autrement, on va essayer de motiver les gens. Et c'est là où c'est important de savoir que l'humain, en fait, il est ultra important dans ces moments-là. Et nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'afficher des drapeaux du nouveau pays où on va être. Là, on est en train de découper un compteur avec un J- et que tous les jours, on puisse changer le J-. En fait, on essaye juste de mettre un petit peu plus les gens dans l'ambiance. Et c'est pas, on vous impose de faire l'expansion, c'est génial, chauffeur privé va ouvrir dans une nouvelle ville et tous les 2 mois, on va ouvrir dans une autre ville et on a une ambition de malade pour 2020. Et en fait, c'est un truc qu'on a un petit peu trop oublié quand on était vraiment le nez dedans. C'est que, il faut motiver les gens et que nous, notre rôle, les product managers, les lead dev, les gens de l'expansion et même les stakeholders, on a un petit peu oublié ce truc-là et on essaye vraiment de le remettre en place et on aurait sans doute dû le faire avant. Je suis un peu à la bourre, non? C'est bon? Ok. Alors, je finis juste avec ce qu'il va falloir emporter avec vous si vous devez retenir 4 trucs. J'espère que vous ne retiendrez pas que 4 trucs, mais on va dire que c'est les 4 les plus importants.
C'est qu'en fait, évidemment, je suis pas là pour vous dire la meilleure organisation, c'est ça. Tout le monde se le dit, mais il y a autant d'organisations que de contextes. Et surtout, n'hésitez pas à rechanger votre organisation. Et même si ça change tous les mois, eh ben, ça changera tous les mois. Et nous, en fait, on n'a pas peur que les équipes tech se disent « Ah, ils changent tout le temps, ils savent pas où ils vont ». Non, c'est pas vrai, en fait. Ça marche et il faut se réorganiser quand on sait qu'il faut changer les choses, quoi. Et notamment, vraiment, l'approche de la deadline, c'était ce que je voulais vous montrer. Ensuite, la deuxième chose, c'est que dans une phase aussi chaude que ça, il faut vraiment donner toutes les clés pour que les équipes soient autonomes. Faites-leur vraiment confiance. Et les clés, c'est communiquer, préparer les paramètres en avance, que tout soit carré, en fait, pour que eux puissent dérouler d'une manière positive et sans trop se poser de questions. Donc ça, c'est hyper important. Le split de plateforme pour l'autonomisation des mises en prod, ça aussi, c'était important. Donc vraiment, donnez toutes les clés que vous pouvez pour que les équipes soient autonomes. La troisième chose, c'est que assurez-vous du pilotage horizontal. La communication. Je sais pas comment le répéter plus, mais je pense que c'est la clé de tout, en fait. Et les product managers, bah oui, c'est un de nos rôles de favoriser la communication dans ces périodes-là. Et enfin, la dernière chose, c'est que ce qu'on aurait peut-être dû faire dès le début, c'est de réfléchir en mode MVP. On l'a tous appris. On n'a pas choisi de le faire au départ de ce projet-là. Et en fait, on aurait dû. Et de se dire qu'est-ce qui est absolument nécessaire pour chaque épique et même pour l'ouverture de la première ville. Donc, on s'est un peu planté là-dessus. Donc, un de mes conseils, c'est de vous dire ne vous plantez pas et réfléchissez toujours en mode MVP. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Maud. C'était super intéressant et merci aussi de vous livrer, de livrer autant d'apprentissage, alors que c'est finalement assez récent et de prendre le temps. On est vraiment suspendu à ce teasing. Est-ce que vous allez lancer en septembre? Cool. J'ai pas fait d'erreur. J'avais très peur de dire la ville. Si je l'ai dit maintenant, c'est un mot raté. Mais on peut tous s'y mettre et puis t'aider si tu veux. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est dans la kernel team? Alors, dans la kernel team, en fait, il y avait plusieurs personnes, tout niveau hiérarchique confondu, mais que de la tech. Donc, il y avait le CTO, des développeurs iOS, développeurs Android, développeurs back-end de différentes tribes. On a essayé de mélanger, en fait, au maximum les gens. Et il y avait des product managers aussi. Mais au maximum en différenciant les squads, les tribes et les niveaux hiérarchiques. Du coup, là, j'ai l'impression que vous êtes passé sur un mode commando hyper vénère. Sorti de ça, du moment où vous allez chiffrer le gros truc, comment tu penses que votre orga va se développer, sachant que maintenant vous allez apparemment gérer plusieurs villes dans d'autres contextes et ainsi de suite? Alors déjà, il y a la toute première phase, celle qui va faire en gros septembre-décembre. Je vous ai dit, on réfléchit en mode MVP, mais ça veut dire qu'on a laissé des trucs sur le côté. Et ces trucs sur le côté, en fait, nous, on veut pas les lâcher, on veut les faire. Donc, il y aura déjà cette première phase, je pense, qui est un petit peu à part. C'est septembre-décembre, on commence à y réfléchir là. Se dire, est-ce que tout de suite, il faut casser les équipes de couleurs et les remettre en squad et en tribe? Ou alors, est-ce qu'il faut les garder? Donc, l'arbitrage n'est pas encore fait. Moi, je pense que de splitter les équipes de couleurs, on va se dire génial, on refait de la feature, alors que non. En fait, on va pas refaire de la feature tout de suite, c'est impossible. Ou alors 5-10%. Et cette frustration, moi, elle m'inquiète un peu. Donc, je ne sais pas encore si on va les casser ou pas, mais je pense que ce focus-là sur septembre-décembre, il va être particulier. Et ensuite, là, on se pose la question de justement nos tribes et nos squads. On est en train de réfléchir à notre modèle. On va pas le révolutionner, on veut juste un petit peu plus le rationaliser. Donc là, on revoit avec toute l'équipe produit quels sont les KPI qu'on veut associer à chaque équipe. Et puis en plus, on a grossi en termes de ressources, donc on peut peut-être faire plus d'équipes ou alors revoir un petit peu nos équipes. Il y a plein d'autres problématiques sur le après. Pour la gestion, en tout cas, des nouvelles villes, donc on va à un moment revenir en squad et en tribe avec sans doute acquisition, conversion, rétention de la même façon, mais avec des KPI un peu particuliers. Mais par contre, après, l'équipe expansion dont j'ai parlé, business, elle deviendra en fait un de nos stakeholders. Et donc, nous, dans notre priorisation, on va aller voir, moi, par exemple, pour le B2C, forcément directeur marketing, mais en fait, des personnes d'expansion, on aura forcément un relais qui va intervenir dans la priorisation de chaque sprint et dans la roadmap. Ouais. Alors, en fait, le lead product manager, il est à l'échelle de la tribe et les product managers à l'échelle de chaque squad. Donc, moi, j'encadre les product managers de la tribe B2C. Voilà. Sachant que
justement, on tient à product manager et pas à product owner. Donc mon rôle, il est pas tellement, enfin, il est assez peu un rôle validateur. Il est plutôt un best practice, encadrement, etc. Mais les product managers ont une autonomie extrêmement importante chez chauffeur privé. Voilà. Mais bon, il y a une différence hiérarchique en fait. Est-ce qu'il y a des exemples d'arbitrage que vous avez fait du coup là sur le MVP récemment? Ouais, ah bah d'ailleurs j'avais un truc, mais j'avais peur d'être super en retard, donc je l'ai pas montré. Je peux vous montrer. Alors ouais, j'ai pas fait la dernière slide, enfin celle-ci. Je vais vous montrer vite fait. Donc ça c'est une épique qui est faire en sorte que dans la nouvelle ville certaines features s'affichent et certaines features s'affichent pas. Donc l'épique, elle a un nom un peu barbare, handle, geolocation, feature, je sais pas quoi. Bon bref, les features qui vont être géolocalisées. Et là-dedans, en fait, des features qui vont être géolocalisées, il y en a pas mal. Celles qui vont être absolument nécessaires, c'est le fait que dans la nouvelle ville, on ne pourra pas faire de réservation à l'avance et on ne pourra pas commander en tant que B2B. Donc ça, dès le départ, en fait, on s'est dit, ces trucs-là, c'est ultra important. Donc, il faut que ça fasse partie du MVP parce que nous, derrière, on peut pas gérer si quelqu'un de business commande, on saura pas gérer la commande. Donc, de toute façon, ça, ces deux choses-là, elles étaient nécessairement dans le MVP. Ce qui va pas être dans le MVP, c'est ce qu'en fait, tu vois en vert, en dessous. Par exemple, celui-ci. Non, celui-ci. J'ai une épique qui, on a une page qui s'appelle l'historique des courses. Donc, on voit en fait ses anciennes courses et ses courses à venir. Sauf que j'ai dit qu'on ne faisait pas de réservation dans la nouvelle ville. Donc, au niveau de la commande, je vais vraiment faire en sorte qu'on ne puisse pas commander. En revanche, dans cette page-là, où j'ai deux onglets qui s'appellent Upcoming Rides et Last Rides, l'onglet Upcoming Rides, en fait, pour le rendre dynamique, c'est juste un petit peu relou. Et en fait, ce truc-là, ça fait pas partie de mon MVP. Donc certes, ce sera pas terrible si au lancement, j'ai deux onglets et qu'il y en a un qui se remplira jamais. Parce qu'on peut pas faire de booking. Donc forcément, le Upcoming Ride, il restera vide. Mais typiquement, c'est un petit arbitrage, celui-là. Mais des fois, il y a des arbitrages beaucoup plus gros. Mais celui-ci, forcément, dans mon épique où j'avais, il y avait au moins 20 tâches, celui-ci, je l'ai enlevé. Mais tu pourras regarder dans le document, il y en a d'autres. Je vous ai mis justement... celles qui sont en rouge, ça fait partie du MVP. Celles qui sont en orange ne le sont pas et celles qui sont en vert ne le sont pas non plus. On ne distingue pas très bien à l'écran, mais à partir de là, c'est orange en fait. Voilà, dedicated email contact. Donc c'est pareil, le service client, en fait, de faire en sorte que le service client ait deux adresses email, une dans la nouvelle ville et une en France. On le fera pas tout de suite. Ils se dispatcheront les emails eux-mêmes en interne. Voilà. Tout à l'heure, tu as évoqué que vous aviez distribué les épiques aléatoirement entre les équipes. Pourquoi aléatoirement? Alors, parce qu'en fait, il y avait certains sujets. Je vais dire, par exemple, le paiement. Le paiement, c'est une épique, en fait, qui, nous, ça nous pose problème parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune des tribes et aucune des squads qui est honneur du sujet paiement. On en avait une avant, mais elle a disparu. Donc, en fait, de cette épique-là, il fallait que quelqu'un la prenne. Et de se dire, il faut qu'on retrouve la logique de le paiement. Est-ce que c'est plutôt B2C? Est-ce que c'est plutôt supply? Est-ce que c'est plutôt l'acquisition ou alors la conversion? En fait, on voulait pas juste se prendre la tête à justifier pourquoi telle épique va dans telle... Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que parmi toutes les épiques qui étaient prioritaires, donc celles qui vraiment doivent être pour la première ville, si tu réfléchis en termes de tribe avec l'ancien système, il y en avait sans doute beaucoup plus qui allaient aller au B2C que celles qui allaient aller à la supply. Donc, on a dû aussi rééquilibrer. Donc, la supply a pris des tâches B2C. Donc, voilà, c'est un peu plus ça parce qu'on n'avait pas suffisamment de ressources et qu'il y avait parfois des déséquilibres comme ça à gérer. Donc, après, on n'a pas été bête. C'est-à-dire que l'équipe acquisition a repris des sujets comme, je sais plus quoi d'ailleurs, mais a repris des sujets où ils étaient vraiment hyper pertinents et ils connaissaient très bien cette partie du code. Mais sur pas mal d'épiques, en fait, on a dû le faire quand même de manière plus arbitraire. C'était aussi un petit peu influencé par ce que l'équipe avait envie de faire ou... Honnêtement, non. Okay, non. C'est le CTO qui a dit toi tu fais ça et ils ont dit d'accord. Okay. Mais après nous c'est pareil en fait, il y a beaucoup de mercato, donc il y a beaucoup de gens qui changent d'équipe régulièrement. Donc on veut pas en fait qu'une squad maîtrise un sujet et qu'elle soit la seule à maîtriser ce sujet. Donc même dans les PR reviews, etc., c'est pas forcément au sein de la même squad qui relisent leur code. Donc de toute façon il n'y a pas un gros sujet de on connaît pas du tout le sujet. Voilà.
Ça arrive rarement. Ça arrive, mais rarement. Et une dernière question. Ouais. Merci. Comment vous répartissez la maintenance dans tout ça? Parce que j'imagine qu'il y a encore des bugs qui apparaissent dans l'app. Ouais. Comment vous gérez ça? Alors, pareil, ça a été extrêmement radical. On a le process d'expedite, je ne sais pas si vous l'avez. Donc, on a des bugs dont on justifie que le sprint doit s'arrêter et qu'on doit les prendre et qu'on doit les corriger. Donc, c'est un flow un petit peu à part. Ce n'est pas les bugs qui nous remontent au quotidien, mais c'est les bugs de régression majeure. Et en fait, ce process d'expedite, on l'a conservé. Donc, tout bug qui est considéré comme majeur par notre support technique, on va le prendre et on va arrêter ce qu'on fait et on le prend. Et là, c'est plutôt réparti aussi en fonction de ce que chacun sait faire, mais c'est attribué à l'une ou l'autre des équipes. Par contre, pour ce qui est bug moins important que les expedites, aujourd'hui, c'est gelé, donc on ne les corrige pas. Bon, après, on n'est pas bête, il y a des trucs, si on peut les faire rapidement, on essaie. Enfin, nous, les product managers, on essaye de les glisser et de leur dire, s'il vous plaît, vous voulez bien faire. Mais on essaye vraiment au maximum que ce soit que les expedites qui passent. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. J'ai appuyé sur le truc, je suis désolée. Je crois que je l'ai fait. Pour Maud, vous pouvez les poser directement dans les mentionnants dans les bords de Je Trello. vais avoir des moments où On ça va fait vous partager dans les heures, on va dire jours qui viennent,